Donc là, on va rentrer tout de suite dans le sujet du jour, hein, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt sur l'aspect psychologie, biais cognitif, biais émotionnel. Et on va commencer rapidement avec Théo pour déjà rentrer dans le sujet du jour, parler de nos expériences passées et de ce qu'on a vécu en termes de biais cognitifs, biais émotionnels, parce qu'il y a toujours pareil, hein, une grosse différence entre la théorie et la pratique. On vous dit tout le temps, oui, il ne faut pas investir plus d'argent que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, ou il faut faire attention à la crypto parce que c'est volatile. Et je pense qu'il y a une vraie différence entre saisir théoriquement cette volatilité puis la vivre véritablement, parce que c'est comme ça qu'on crée des bottoms, c'est comme ça aussi qu'on crée des tops, hein. Quand tout le monde est euphorique, quand tout le monde pense que c'est un génie parce qu'il a gagné de l'argent sur le marché crypto et que ça va continuer d'augmenter, c'est généralement là où ça va se retourner pour de bon. Et puis pareil au bottom, quand on a que des mauvaises nouvelles sur que des mauvaises nouvelles, c'est généralement là qu'il faut acheter, qu'il faut rentrer en position. Et pourquoi la majorité des gens ne le font pas? Justement parce que on a tout un tas de biais cognitifs, biais émotionnels, et penser que euh, ce qui s'est passé là sur l'année précédente où il y a eu que des mauvaises nouvelles sur que des mauvaises nouvelles, que ça va continuer dans ce sens-là. Et en général, c'est pas le cas parce que les marchés sont quand même relativement cycliques. Et pareil à la hausse, quand on est sur un marché extrêmement haussier où il y a que des bonnes nouvelles sur que des bonnes nouvelles sur que des bonnes nouvelles, on a l'impression que ça va continuer de cette manière-là. Et on va s'inscrire dans cette normalité alors que vous l'avez compris, hein, mais les arbres ne poussent jamais jusqu'au ciel. Donc on va commencer peut-être par entamer le sujet, peut-être Théo de ton côté, sur toi, depuis le temps que tu es sur le marché crypto, peut-être parler un peu de ton expérience, de ce que tu as vécu à titre personnel, et puis des choses qui t'ont vraiment marqué d'un point de vue émotionnel, psychologique sur l'aspect crypto, des choses que tu avais peut-être pu connaître quand tu as commencé, théoriquement parlant, mais quand tu l'as vécu, tu t'es dit, ah ouais, punaise, ça c'est important, et si j'avais su ça plus tôt, et si j'avais eu ces informations-là plus tôt, ou si je m'étais protégé plus de telle manière, j'aurais peut-être pas fait telle ou telle erreur, tu vois. Vraiment faire un Mmh. retour d'expérience par rapport à ça. Ouais, pas de souci. On va commencer par le début. Donc, quand moi, je suis rentré, en crypto-monnaie, donc c'est pas si early que ça, hein. Je vais pas dire je suis, top, top early adopter, avec là, à miner des 50 bitcoins en 2011, pas du tout. Moi, j'ai commencé à m'y intéresser, à peu près en même temps que toi, donc fin 2018, mais surtout début 2019. Donc, en plein bear market, période propice à l'accumulation. Et 1er achat donc du BTC, hein, pour rester dans du classique. Et, euh, et c'est vrai que même en s'étant renseigné sur le potentiel, quand on commence, et même surtout à cette époque-là, il y avait encore pas mal de, de schémas narratifs sur le Bitcoin, mais plus anciens sur la nouvelle monnaie, surtout quand on se renseigne. euh, qu'on lit, on vient de sortir de lire The Bitcoin Standard, des choses comme ça, on y croit vraiment dur comme fer. Donc, on se dit, ça va vraiment être la révolution, ça va être le futur, ça va être tout ça. Et on commence à acheter. Et moi, c'était pas tellement la peur que ça aille à zéro, de me dire que c'était un mauvais investissement. J'avais compris que c'était une bonne période pour commencer à rentrer. Mais c'est aussi d'avoir peut-être pas assez, au niveau des convictions. Moi, je sais pas comment l'exprimer, mais j'ai commencé à rentrer, on était peut-être autour de 5 000 et quelques, donc j'ai pas du tout chopé le bottom, hein, mais j'ai commencé à rentrer un peu moins de 6 000. Et Sur le dès que BTC, hein. sur BTC, ouais, sur BTC. Et dès que ça commençait à passer au-dessus de 6 000, il y a eu un petit run-up où c'est monté, sur ce qui me semblait à l'époque assez rapide. On était autour de 5 700, 5 800. Tout d'un coup, c'est passé à 6 200, 6 500, 6 800. Je me suis dit, putain, ça commence à monter vite quand même. On a quand même pris presque 1 000 € en quelques semaines. Faudrait pas que je loupe le train. Mm. Et en rentrant un petit peu plus. Bon, si j'avais su, bien évidemment, ça c'est notre biais, avec le recul que tu calcules, tu commences à comparer. Si j'avais fait ça, et si j'avais gardé, Mm. et si, j'en serais là maintenant. Bon, au final, c'était un très bon point d'entrée par rapport au prix d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté de se dire ça va peut-être baisser encore plus. Et au final, ça commence à monter. Et c'est quand tu commences à vraiment t'intéresser à un actif, l'avoir sur ton panier, ta liste potentielle d'achat, et de voir qu'il commence à monter, même sur des prix qui, a posteriori, sont très intéressants. Quand tu y es au moment d'acheter, au moment de regarder les prix tous les jours, même plusieurs fois par jour, à regarder le prix d'un actif, surtout au début, tu peux dire, ça y est, ça commence à monter, je vais louper le train, qu'est-ce que je fais? Je rentre maintenant, j'attends, et tu peux vite vriller, vriller de la carafe. Alors qu'au final, c'est plus, tu vois, avec le recul, dézoomer, on était encore en phase d'accumulation. Alors oui, peut-être que c'était plus intéressant,
intéressant plutôt d'en acheter à 5800 qu'à 6300. Mais quand on regarde par rapport à maintenant, tu vois, il n'y a pas photo. C'était phase d'accumulation 2019, même jusqu'en début 2020. Et après, par contre, ça m'a servi un peu de leçon par rapport à l'Ether. Je pense qu'on a déjà parlé pas mal de fois, mais on a pu rentrer une partie du bag en dessous de 100 $, même 100 euros. Et donc là, par contre, j'avais compris que si j'étais sur une période d'accumulation propice avec des prix, même en chopant pas le bottom, bien évidemment, il y avait quand même moyen d'entrer sur des bons prix. Et là, par contre, j'étais rentré avec un peu plus de conviction, on va dire. Je n'avais pas commencé à en acheter 200 balles par 200 balles, parce que sur le BTC, concrètement, c'est ce que j'avais fait au tout début. Je rentrais à coût de 500 €, une fois par mois, ou même plusieurs fois par mois. Mais voilà, on rentrait avec des petites sommes. Là, l'Ether, j'avais mis un ticket un peu plus gros dès le départ. Et donc, j'ai eu un prix d'achat au final moyen sur mon bac, en continuant mon DCA jusqu'à peut-être 500 €, il me semble. Et j'avais quand même eu un prix d'achat qui était nettement plus bas, du fait que j'ai été rentré avec une somme forfaitaire, lump sum, un peu plus grosse, quand je me suis dit, mais après avoir étudié le projet, après avoir regardé les fondamentaux et comprendre un petit peu où j'en étais au niveau de la phase d'accumulation, je me suis dit, mais là, quand même, ça aurait peut-être le coup de mettre un gros ticket. Donc, j'ai mis rentrer plus d'un coup, et au final, bon, ça a permis de rentrer, d'avoir un prix d'achat lissé et plus bas au final que sur le reste de mon bag. Et après, d'autres continuer de s'intéresser à d'autres projets, d'autres tokens. Et petit à petit, on est rentré dans le bull run. Et donc là, tu commences à voir les prix qui pumpent de partout. Et après, je pense que un des biais cognitifs, c'est aussi le rebalancement par rapport à suivre certains schémas narratifs. Donc c'est vrai ça peut être une bonne stratégie de rebalancer une partie de son bag sur d'autres altcoins qui suivent le schéma narratif. Mais d'un autre côté, c'est quand même assez dangereux, parce qu'on risque vite de se retrouver avec la patate chaude, en fait. Moi, c'est ce qui m'est arrivé sur une partie de mon bag, surtout le premier cycle. Il y avait des BTC, Ether, plus d'autres altcoins. Et au final, avec des résultats qui sont quand même assez importants, avec les prix où on était rentré, tu peux réussir des fois 10, des fois 15. Et tu te dis, cette période-là, au final, où tu sors tu breaks la phase d'accumulation, tu pars sur début de run-up. Après, tu peux avoir le halving, ça rebaisse un petit peu, mais dans tous les cas, la phase d'accumulation est finie pour ce bear market. Et tu sais que tu vas avoir le breakout, les retracements, les choses comme ça, jusqu'à la période d'euphorie. C'est quand même assez long au final, parce qu'on dit 3 ans de marché haussier, 1 an de bear market. Bon, là, on se rend compte que c'est peut-être les cycles qui s'agrandissent un petit peu, mais il faut quand même, c'est quand même long. Tu vois, de se dire que tu as ton portefeuille qui a commencé à faire des gains, et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais maintenant? J'attends, est-ce que j'attends pour sortir mes plus-values, alors soit en fiat, soit en stablecoin, ou alors est-ce que je veux être un peu plus agressif? Est-ce que je veux aller chercher encore plus de performance? Et dans ce cas-là, est-ce que je rebalance sur des schémas narratifs du moment? Est-ce que je décide d'aller jouer un petit peu, mais avec de la chance, on ne sait pas trop, surtout si c'est le premier cycle, on ne sait pas trop ce qu'on fait. On n'avait pas forcément pensé appliquer cette stratégie de rebalancer une partie de ces gains sur des altcoins qui sont dans un bon schéma narratif, avec des choses qui pumpent, avec la possibilité d'aller chercher encore des pourcentages de plus. Et c'est vrai qu'au final, tu deviens vite le poulet sans tête, quoi. Tu cours partout, tu cours après les nouvelles trends, ça pop de partout. Et tu as vite fait de te trouver dispersé entre plein de schémas narratifs, plein de trucs comme ça. Tu vois 10 nouveaux projets par jour, tu as envie d'investir partout parce qu'ils te paraissent tous bien. Et au final, tu t'éparpilles et tu ne suis pas les projets. Et moi, je me suis rendu compte que sur cette partie-là, c'était trop à suivre. Et il y en a quelques-uns que j'ai pas pu vendre, ou tu vois, que j'ai même fait des pertes dessus. Mais sur une partie de ce bag, parce que c'était trop. Enfin, je me suis trop diversifié en disant, vas-y, je peux faire quand même des petites choses, je vais en profiter pour faire ça, ça, ça. Et au final, trop de FOMO, trop de choses comme ça pour le premier cycle. Voilà, je pense que c'est normal. Il y a des erreurs qui doivent être faites pour comprendre en fait ces points-là. Après, il y a plusieurs points importants sur lesquels j'aimerais rebondir. Parce que déjà, tu as parlé de diversification à la fin. Il y a beaucoup de débutants qui comprennent pas ce concept de diversification, et pour eux, la diversification, c'est d'investir sur tout un tas de projets différents. Je sais pas, j'ai 10 000 €, j'investis sur 10 projets différents avec 1 000 € à l'intérieur. Donc, j'ai 10 projets en portefeuille, et du coup, ça me fait un portefeuille de 10 000 €. Pour beaucoup de personnes, c'est de dire, c'est bon, là, je suis diversifié, je mets pas tous mes œufs dans le même panier, et je pense que c'est un adage que beaucoup d'investisseurs et beaucoup de personnes connaissent, parce que c'est un peu la manière de gérer son actif, mais un peu en bon père de famille, tu vois. Et après, tu as l'autre manière de le gérer, qui est un peu celle de Warren Buffett, c'est de dire, je mets tous mes œufs en fait dans le même panier, mais je regarde
proche, mon panier, je le regarde de très près. Parce que si je maîtrise mon risque, si je connais les actifs que j'ai mis dans mon panier, d'une certaine manière, je peux faire plus attention. Et si jamais l'entreprise que j'ai ajoutée dans mon portefeuille a un fondamental qui commence à péricliter, ou si, je sais pas, il y a un porteur de projet qui pose souci, etc., je vais pouvoir me libérer d'une certaine partie de mes risques en vendant une partie de ces entreprises, et puis peut-être aller sur une entreprise peut-être plus qualitative. Donc ça, c'est plutôt sur le marché action. Mais il y a deux manières de voir les choses. Soit on se diversifie, ou on a l'impression aussi de se diversifier, en se disant je maîtrise pas grand-chose, donc si je mets des œufs un peu de partout, au final, il y a moins de chances que je fasse des erreurs. Et moi, je pense que là, on a plus de chances de faire des erreurs, justement, et de limiter aussi les résultats qu'on va obtenir. Parce que si vous avez je sais pas, moi je vois des débutants, des fois les mecs ils ont 5 000 € ou quelques milliers d'euros investis et ils ont 50, 60 projets en portefeuille. Quand bien même tu aurais un projet qui se développe énormément et qui marche bien, si tu as mis 200 balles dessus, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit de toute façon à la donne. En plus, ça rajoute une complexité à la fois à l'entrée de position et à la sortie de position pour faire les choses correctement. Si en plus tu regardes les ratios et tout, en général, c'est le meilleur cocktail pour faire n'importe quoi. D'autant plus si tu as énormément de projets en portefeuille, tu maîtrises pas la moitié des projets que tu as ajoutés dans ton allocation d'actifs. Donc, il y a plusieurs manières de voir les choses. Et ce que disait Warren Buffett, c'est la diversification. C'était, je crois que c'est un moyen de ce que font les ignorants pour je sais plus comment il disait. En gros, c'est le fait d'avoir plusieurs actifs en portefeuille ou de se diversifier à outrance. C'est souvent les ignorants qui font ça. J'ai plus la phrase exacte. Je pense que dans les commentaires, on me corrigera. Mais c'est souvent, selon lui, de dire si on se diversifie trop, c'est qu'au final, on maîtrise aucun des risques, on maîtrise absolument pas ce qu'on fait. Donc, on investit un petit peu n'importe quoi. Et donc ça, c'est un peu synonyme et un syndrome qu'on retrouve beaucoup, en tout cas en crypto, surtout de la part des débutants. Pour moi, il y a un peu de vrai des deux côtés. C'est-à-dire qu'en crypto, il y a des grosses cryptos comme du Bitcoin, comme de l'Ether, comme du BNB, le top 10 en fait qu'on voit aujourd'hui. Et puis il y a les autres crypto-monnaies. Et on sait déjà que le top 10 change tout le temps. Et les autres cryptos du top 500, du top 1000, ça change presque tous les jours. Ce qu'il faut savoir quand on commence à investir en crypto et même à côté, c'est que l'aspect diversification va jouer un très grand rôle dans l'aspect psychologique, et ça, on en parlera un petit peu plus tard, mais surtout dans votre manière de gérer le risque et d'appréhender cette allocation de portefeuille. Je m'explique. Vous avez la diversification intra-actif. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez vous diversifier au sein même d'une classe d'actifs. Par exemple, vous vous dites, tiens, j'ai du Bitcoin, je ne vais pas investir 100% sur du Bitcoin, je vais investir sur de l'Ether, je vais investir sur du stablecoin, je vais investir sur du BNB, je vais investir sur tel ou tel altcoin. Ça, c'est la diversification intra-actif. Après, dans cette diversification intra-actif, vous n'êtes pas obligé de faire la même et unique activité à l'intérieur. Vous pouvez très bien dire, moi je fais un peu de DeFi, je fais du staking, je fais du lending, je fais du borrowing, je fais du masternode, je fais tout un tas de choses. Je peux faire même du trading ou ce que vous voulez. Il y a plusieurs manières d'investir en crypto. Et chaque activité va avoir chaque fois son lot de risques, son lot d'avantages et son lot d'inconvénients. Et ensuite, vous allez avoir la diversification interactif. Vous pouvez très bien décider de placer votre capital en crypto, en bourse, par exemple sur des actions, sur des obligations, dans de l'immobilier également aussi. Vous pouvez investir sur du private equity, vous pouvez développer un business en ligne. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Pareil dans l'immobilier, vous n'êtes pas obligé d'investir uniquement sur de la location nue. Vous pouvez faire de la location meublée, vous pouvez faire de la location court terme, par exemple Airbnb. Vous pouvez faire de la colocation, vous pouvez faire peu importe. Vous voyez que la diversification, elle prend tout un tas de formes. Après, il peut y avoir aussi la diversification sectorielle, géographique. En termes de devises, vous n'êtes pas obligé d'être exposé uniquement à de l'euro ou à du dollar ou à de l'or ou ce que vous voulez. Vous voyez, tout ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Pour en revenir au sujet crypto, je pense que quand on parle de diversification, et c'est là où beaucoup de gens, malheureusement, je pense, se méprennent, c'est qu'ils ont l'impression de se diversifier, mais la réalité, c'est que tu n'es pas diversifié. Pourquoi ? Parce que si tu investis sur du Bitcoin et sur tout un tas d'autres cryptos, à moins que tu sois investi sur du stablecoin, quand le Bitcoin part en tendance baissière, lui va prendre une grosse correction. L'Ether va prendre une plus grosse correction parce qu'il est moins liquide. Et les altcoins vont prendre également aussi une plus grosse correction parce qu'ils sont encore moins liquides. Et à l'inverse, quand le Bitcoin augmente, l'Ether va encore plus augmenter parce qu'il est moins liquide et les altcoins vont encore plus augmenter. C'est un effet de levier. Donc, si vous vous exposez en fait à des altcoins, autres que du Bitcoin et de l'Ether, ça a pour unique objectif, le seul et unique objectif, c'est de surperformer à la fois les performances du Bitcoin ou de l'Ether. Sinon, vous n'avez aucun intérêt de vous exposer à d'autres altcoins. Mais malheureusement, je pense que ce concept lié à la diversification, elle est trop méconnue
pour beaucoup de débutants. Et ils ont l'impression tout de suite, dans le vieil adage, de dire il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il faut investir dans plusieurs crypto-monnaies. Si aujourd'hui je suis investi sur du Bitcoin, de l'Ether et j'en sais rien, du BNB, au final j'ai que 3 crypto-monnaies, donc je ne suis pas suffisamment diversifié. Donc il faut forcément que je trouve des cryptos dans lesquels investir. Et donc si je trouve ces cryptos-là et qu'on est en plein bull run, je ne vais pas prendre le temps nécessaire pour tout analyser parce que c'est maintenant qu'il faut investir. Donc je vais commencer à ajouter tout et n'importe quoi sur mon portefeuille, si bien que je ne maîtrise pas les risques, si bien que je ne connais pas vraiment les projets que j'ai en portefeuille, et si bien que là, je vais subir de plein fouet la volatilité, les biais cognitifs, les biais émotionnels, à la fois à la hausse et à la baisse. Donc, vous voyez, le lien de cette vidéo et de tout ce qu'on va voir ensemble, c'est lié. Mais je préférerais mieux un petit peu remettre les points sur les i quand on parle de diversification. Parce que si aujourd'hui, vous avez l'impression d'être diversifié déjà en termes de risque, parce que quand on parle de diversification, c'est de trouver des actifs qui ne sont pas ou peu corrélés les uns par rapport aux autres. Il y a un coefficient de corrélation qu'on peut calculer entre toutes les différentes classes d'actifs, entre les actions, les obligations, l'immobilier coté, les métaux précieux, je sais pas, le crowdfunding ou ce que vous voulez. Et l'idée, quand on crée un portefeuille, qu'on dit diversifié, c'est des actifs qui ne sont pas ou peu corrélés les uns par rapport aux autres ou inversement corrélés. En général, on dit que les actions et les obligations sont inversement corrélées. Quand il y a les actions qui augmentent, on va avoir les obligations qui vont baisser et à l'inverse. C'est pour ça que le portefeuille 60-40, par exemple, c'est un portefeuille qui fonctionne très bien. 60% actions, 40% obligations, même si on peut faire bien mieux aujourd'hui. Et d'ailleurs, la corrélation entre les actions et les obligations, ça commence à changer petit à petit avec une inflation qui est importante. Mais bon, je n'ai pas forcément envie d'en parler dans cette vidéo. Ce que je veux dire, c'est que attention à la manière dont vous allez appréhender cette diversification, parce que des fois, d'être entre guillemets trop diversifié ou vouloir trop se rapprocher du point de vue théorique de cette diversification, c'est ce qui va vous pousser à prendre des mauvaises décisions, à vous exposer peut-être à des projets que vous ne maîtrisez pas, à subir de plein fouet cette volatilité et après subir ces biais émotionnels. Et donc, si vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, on en revient toujours au même point. Hein. Quand le marché va augmenter, vous avez l'impression d'être un génie, vous n'allez pas prendre des bénéfices quand il le faut. Et quand le marché se retourne, vous allez subitement vous transformer en fervent défenseur de ce projet en vous disant je suis là pour la technologie et tout. Alors que la réalité, en fait, c'est que vous ne maîtrisez pas ce que vous faites. Donc, je ne sais pas si toi, tu veux rebondir un peu là-dessus, Théo, avant qu'on continue un petit peu sur ce sujet. Mais je pense que c'est important de revenir sur ces bases-là. Parce que souvent, on a l'impression qu'on a besoin de plus se diversifier. Alors qu'en crypto, la plupart des personnes qui investissent, la réalité, c'est qu'ils veulent tous rechercher du life-changing. On investit une petite somme, on récupère une plus grosse somme qui, si possible, nous fait atteindre direct l'indépendance, la liberté financière. Sauf que si on se diversifie trop, on a l'impression, je dis bien on a une impression souvent, de limiter le risque et d'avoir un portefeuille qui sera plus équilibré, alors que la majorité des cas en crypto, ce n'est pas le cas, parce que tout est lié à ce qui se passe sur le Bitcoin. Et si on se diversifie trop, on limite aussi nos potentiels de performance, parce qu'on a investi trop peu sur des projets qui pourraient potentiellement avoir des résultats intéressants.